Il y a des endroits dans Paris où le temps s'est arrêté. Des stations de métro fermées depuis décennies, abandonnées, oubliées par le monde moderne. Des tunnels où l'écho de pas anciens résonne encore dans l'obscurité. Des quais déserts où personne ne descend plus depuis la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, certaines personnes y sont entrées, par accident, par curiosité ou parce que quelque chose les y attirait. Ce que vous allez entendre maintenant n'est pas une légende urbaine. Ce sont 4 témoignages réels, recueillis au fil des années, de personnes qui ont pénétré dans les stations fantômes du métro parisien. 4 histoires qui partagent toutes un point commun, troublant. Aucune de ces personnes n'est jamais revenue tout à fait normale. Parce que dans ces lieux oubliés, il existe quelque chose qui ne veut pas être oublié. Avant de commencer, je dois vous avertir. Si vous prenez le métro parisien régulièrement, si vous passez par la ligne 14 ou la ligne 10, ce que vous allez découvrir risque de changer votre perception de ces trajets quotidiens. Vous commencerez à remarquer des portes qui ne devraient pas exister, des tunnels qui s'étendent trop loin dans le noir, des reflets dans les vitres qui ne correspondent à rien de réel. Éteignez vos lumières. Montez le son et surtout, n'oubliez pas, sous Paris, le métro n'est pas seulement un réseau de transport, c'est un labyrinthe de secrets enterrés, de vies effacées et de présences qui refusent de partir. Voici les 4 histoires vraies de panique dans le métro parisien, dans les stations oubliées. Novembre 2019. Thomas Mercier, technicien de maintenance pour la RATP depuis 12 ans, reçoit un ordre inhabituel. Il doit se rendre à la station Arsenal, une station fantôme fermée au public depuis 1939, située entre Bastille et quai de la Râpée sur la ligne 5. Une vérification de routine des installations électriques. Rien d'anormal, en théorie. Sauf que Thomas est le seul technicien disponible ce soir-là. Et il doit y aller seul, après minuit, quand les rames ne circulent plus. Arsenal est l'une des stations les plus mystérieuses de Paris. Fermée au début de la Seconde Guerre mondiale en raison de sa proximité avec le ministère de la Défense et son trafic trop faible, elle est restée intacte pendant plus de 80 ans. Les quais sont toujours là, les panneaux publicitaires des années 30 aussi, figés dans le temps comme une photographie jaunie. Thomas n'est pas superstitieux, il a travaillé dans des dizaines de stations abandonnées. Il connaît les bruits, les courants d'air, les rats, les gouttes d'eau. Il sait que l'obscurité et la solitude peuvent jouer des tours à l'esprit. Mais ce qui lui est arrivé cette nuit-là, dans la station Arsenal, a brisé toutes ses certitudes. À 1h du matin, Thomas descend par un escalier de service, sa lampe torche à la main, son kit d'outils dans le sac à dos. L'air est lourd, humide, chargé de poussière. Le silence est écrasant. Même le bruit des trains qui passent dans les tunnels voisins semble étouffé, lointain, comme s'il traversait plusieurs couches de réalité. Il arrive sur le quai. Sa lampe balaie les murs couverts de carolles de céramique blanc, les anciennes publicités pour des spectacles qui n'existent plus, des produits disparus depuis des générations. Il y a quelque chose de profondément mélancolique dans ces stations abandonnées, des lieux où des milliers de gens ont attendu, ri, couru pour attraper leur train, et qui maintenant ne contiennent plus que du vide et des ombres. Thomas se dirige vers le local technique au fond du quai. C'est là qu'il doit effectuer les connexions électriques. Mais alors qu'il avance, il entend un bruit très distinct, des pas.
des pas qui marchent sur le quai derrière lui. Il s'arrête net. Écoute, le bruit s'arrête aussi. « Il y a quelqu'un » crie-t-il, sa voix résonnant dans le vide. Rien, juste l'écho de sa propre question qui rebondit sur les murs et se perd dans les tunnels noirs. Thomas se retourne lentement, dirige sa lampe vers l'endroit d'où venait le bruit. Le faisceau lumineux traverse le quai désert. Personne. Évidemment, il doit être seul. Il doit être seul. Il reprend sa marche, un peu plus vite cette fois. Mais les pas recommencent, toujours derrière lui, toujours synchronisés avec les siens. Comme si quelqu'un le suivait, imitait chaque mouvement, chaque foulée. Thomas se met à courir. Il ne sait pas pourquoi, mais son instinct lui hurle de courir. Il atteint le local technique, ouvre la porte métallique, entre et la referme violemment derrière lui. Il s'appuie contre le mur, hors d'haleine, le cœur battant à tout rompre. « Calme-toi » se dit-il à voix haute, « c'est juste l'écho, c'est normal. » Il allume la lumière du local. Une faible ampoule jaunâtre s'illumine au plafond. Il y a des câbles partout, des boîtiers électriques, des outils anciens rouillés, abandonnés là depuis des décennies. Et au fond de la pièce, un miroir, un grand miroir fissuré, appuyé contre le mur. Thomas s'approche de son matériel, essaie de se concentrer sur son travail, mais il ne peut s'empêcher de regarder le miroir du coin de l'œil. Et c'est là qu'il le voit. Son reflet, mais son reflet ne bouge pas comme lui. Thomas lève la main droite, le reflet lève la main gauche. Thomas tourne la tête vers la gauche, le reflet tourne la tête vers la droite. Ce n'est pas un effet de miroir inversé normal, c'est autre chose. Le reflet sourit alors que Thomas ne sourit pas. Le reflet fait un pas en avant alors que Thomas recule. « Non » murmure Thomas, « non, non, non ». Il ferme les yeux, respire profondément, se force à rouvrir les paupières. Le reflet est toujours là, mais maintenant il est différent. Ce n'est plus tout à fait lui. Les traits sont légèrement différents, plus vieux, plus fatigués. Les yeux sont creux, enfoncés. Et il y a quelque chose autour du cou du reflet, une marque rouge, comme une trace de strangulation. Thomas se précipite vers la porte, l'ouvre, sort en courant du local. Il doit partir, maintenant. Il traverse le quai en courant, se dirige vers l'escalier de service. Mais alors qu'il passe devant une ancienne cabine de chef de station, il voit quelque chose qui le glace sur place. Un avis de décès, collé sur la vitre poussiéreuse de la cabine. Un avis jauni datant de 1943. Et sur cet avis, il y a un nom, Thomas Mercier. Son nom, son prénom exact. Il s'approche, tremblant, lit le texte. Thomas Mercier, technicien de maintenance du métropolitain, décédé le 7 novembre 1943 dans la station Arsenal, des suites d'un accident tragique. Il laisse derrière lui une femme et 2 enfants. 7 novembre, c'est aujourd'hui. C'est la date d'aujourd'hui, juste 80 ans plus tôt. Un bruit résonne derrière lui, des pas, lents, mesurés. Thomas se retourne et là, à l'autre bout du quai, dans la pénombre, il voit une silhouette. Sa silhouette. Un homme qui lui ressemble parfaitement, vêtu d'un uniforme de la RATP des années 40, qui marche vers lui avec un sourire figé sur le visage. Thomas ne se souvient pas de comment il est remonté. Il ne se souvient pas d'avoir grimpé l'escalier, d'avoir couru dans les tunnels, d'avoir émergé à la surface. Il s'est retrouvé dans la rue, à genoux sur le trottoir, en train de vomir, alors que le soleil se levait sur Paris. Il n'est jamais retourné travailler à la RATP. Aujourd'hui, Thomas Mercier vit en Bretagne, dans un petit village loin de tout métro.
Mais parfois, quand il se regarde dans un miroir, il dit qu'il voit encore cet autre lui, cet homme du passé qui porte une marque rouge autour du cou. Et il se demande si ce qu'il a vu était un fantôme du passé ou un avertissement du futur. Septembre 2021. 3 étudiants en architecture, membres d'un groupe d'exploration urbaine, décident de pénétrer illégalement dans la station Saint-Martin. Cette station, fermée depuis 1939 comme arsenal, a connu une histoire particulière. Pendant la guerre, elle a servi d'abri anti-aérien. Puis elle est devenue un lieu de squat pour les sans-abri. Aujourd'hui, elle est utilisée occasionnellement pour des tournages de films et des expositions artistiques. Mais la majeure partie du temps, elle reste fermée, silencieuse, hantée par son passé. Les 3 étudiants s'appellent Léa, Mathieu et Sabrina. Ils ont 22, 23 et 24 ans. Ils explorent des lieux abandonnés depuis 2 ans, documentant leurs découvertes sur les réseaux sociaux. Ils ont déjà visité des hôpitaux psychiatriques désaffectés, des usines en ruine, des châteaux oubliés. Mais les stations fantômes du métro parisien représentent leur quête ultime. Ils entrent par un accès de maintenance mal sécurisé vers 3 heures du matin. Équipés de lampes frontales, de caméras GoPro et d'un équipement de photographie professionnelle, ils descendent dans les entrailles de Paris. L'excitation est palpable. C'est leur plus grande exploration, celle qui va faire exploser leur nombre d'abonnés. Ils ne savent pas encore que certaines portes ne devraient jamais être ouvertes. La station Saint-Martin est immense. 2 niveaux de quais, des couloirs qui s'étendent dans toutes les directions, des salles annexes qui servaient autrefois de bureaux et de locaux techniques. Les murs sont recouverts de graffitis modernes, superposés à des affiches publicitaires anciennes. C'est un palimpseste urbain, où chaque époque a laissé sa marque. Léa commence à prendre des photos. Les images sont magnifiques, inquiétantes. Des perspectives infinies de tunnels noirs, des jeux d'ombre et de lumière, des traces du passé figées dans la poussière. Mathieu filme tout avec sa GoPro, commentant ce qu'il voit. Sabrina explore les salles annexes, à la recherche d'objets oubliés, de vestiges de l'époque. C'est Sabrina qui remarque quelque chose. Dans une petite salle au fond d'un couloir, elle découvre des graffitis différents. Pas des tags modernes, mais des dessins d'enfants. Des dessins très simples, presque naïfs, représentant des personnages avec des corps disproportionnés et des visages sans expression. Des dessins qui semblent avoir été faits avec du charbon ou de la craie noire. « Hé, venez voir ça !» appelle-t-elle. Léa et Mathieu la rejoignent. Ils observent les dessins. Il y en a des dizaines, couvrant tous les murs de la petite pièce. Des enfants qui se tiennent par la main, des enfants qui semblent attendre quelque chose. Et au centre, écrit dans une écriture enfantine maladroite, « Nous attendons maman ». « C'est glauque », murmure Mathieu. « Ça date probablement de la guerre », suggère Léa. « Quand la station servait d'abri, les enfants devaient s'ennuyer, ils dessinaient sur les murs. » Mais quelque chose ne va pas. Les dessins ne semblent pas si anciens. Le charbon n'est pas effacé par le temps. Et surtout, au bas de l'un des dessins, il y a une date. 2021. Cette année, ce mois. Sabrina recule instinctivement. « C'est impossible, personne ne vient ici, sauf nous, » dit Mathieu en riant nerveusement. Mais Léa ne rit pas. Elle fixe le mur, son appareil photo suspendu autour du cou.
Écoutez, souffle-t-elle. Ils se taisent, et dans le silence, ils l'entendent. Des voix d'enfants, lointaines, étouffées, mais distinctes. Des voix qui chantent, une comptine française très ancienne que les grands-mères chantaient pendant la guerre. Il pleut, bergère, rentre tes blancs moutons, là-bas sous la chaumière, bergère, vite allons. Les 3 étudiants se regardent, pétrifiés. Le chant vient du couloir, de plus loin dans la station. Il résonne dans les tunnels, se répercute sur les murs, s'amplifie et diminue comme une vague sonore. « On se casse », dit Sabrina d'une voix blanche, « maintenant ». Mais Mathieu est caméraman avant tout. Instinctivement, il oriente sa GoPro vers le couloir, vers l'origine des voix. « Attends, je veux filmer ça. C'est peut-être juste un écho, un groupe de gens ailleurs dans le métro. » Il est 3 heures du matin, Mathieu. Il n'y a personne dans le métro. Le chant s'arrête brusquement. Un silence total retombe, plus épais qu'avant, oppressant. Puis, dans ce silence, ils entendent autre chose. Des pas, des petits pas qui courent, des pas d'enfants qui se rapprochent. Ils ne discutent plus, ils courent, tous les 3, traversant la station en sens inverse, cherchant désespérément la sortie. Les pas les suivent, toujours derrière eux, toujours trop proches. Et maintenant, il y a des rires d'enfants qui jouent, des rires qui ne sonnent pas tout à fait humains, trop aigus, trop distordus. Léa trébuche, tombe sur le sol poussiéreux du quai. Sa lampe frontale roule à quelques mètres. Dans la lumière qui tourne, elle voit quelque chose. Des ombres, de petites ombres qui bougent le long du mur. Des silhouettes d'enfants qui semblent courir sans faire de bruit, leur forme projetée par une source de lumière invisible. Mathieu l'aide à se relever. Ils reprennent leur course. Sabrina est déjà loin, a trouvé l'accès de maintenance par lequel ils sont entrés. Elle grimpe l'échelle métallique, émerge à la surface. Léa et Mathieu la suivent, remontent à une vitesse folle, sortent dans la rue. Ils sont dehors, à Paris. La ville dort autour d'eux. Les lampadaires diffusent leur lumière orangée. Tout semble normal, rassurant, réel. Ils ne parlent pas pendant longtemps, assis sur un banc, tremblants, essayant de comprendre ce qu'ils ont vécu. C'est Mathieu qui finit par vérifier sa GoPro. Il rembobine la vidéo, regarde les dernières images filmées. Et ce qu'il voit le fait hurler. Sur l'écran, dans le couloir de la station, juste avant qu'il ne commence à courir, on voit distinctement 3 enfants. 3 enfants en vêtements des années 40 qui se tiennent immobiles au bout du tunnel, fixant la caméra. Leurs visages sont pâles, leurs yeux sont noirs et vides, et ils sourient. Un sourire qui n'a rien d'enfantin. Léa efface immédiatement la vidéo, tous les enregistrements de cette nuit. Ils font le serment de ne jamais parler de ce qui s'est passé, de ne jamais retourner dans une station abandonnée. Mais Sabrina n'a pas pu tenir cette promesse. 2 mois plus tard, elle est retournée à la station Saint-Martin, seule. Elle n'a jamais dit pourquoi. Son corps a été retrouvé 3 jours après par des agents de maintenance, au fond d'un tunnel. La cause de la mort, crise cardiaque. Mais ce qui a terrifié les secouristes, c'est son visage. Elle souriait. Le même sourire que celui des enfants sur la vidéo. Le sourire de quelqu'un qui a vu quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. Mars 2023. Claire Dubois est graphiste freelance. Elle travaille de nuit, dort le jour, vit selon un rythme décalé depuis des années.
Paris nocturne est sa ville, silencieuse et vide. Elle aime marcher dans les rues désertes après avoir terminé ses commandes, prendre le premier métro du matin vers 5 heures, regarder la ville se réveiller depuis les fenêtres souterraines. Cette nuit-là, elle travaille tard, très tard. Elle termine un projet urgent, ne voit pas les heures passer. Quand elle regarde enfin l'horloge, il est 4h30. Trop tard pour dormir, trop tôt pour commencer une nouvelle journée. Elle décide de sortir, de marcher, de prendre le métro qui commencera bientôt son service. Elle descend à la station Sèvres-Babylone sur la ligne 10. Le métro devrait commencer vers 5h15, mais parfois les premiers trains circulent un peu plus tôt. Claire s'assoit sur un banc du quai, met ses écouteurs, écoute de la musique ambiante. Elle est seule, complètement seule sur ce quai. Le silence du métro la nuit a quelque chose d'hypnotique. Un silence qui n'est pas vraiment du silence. Il y a toujours des bruits, le bourdonnement électrique des néons, le goutte-à-goutte de l'humidité, le souffle d'air qui vient des tunnels. Des bruits qui créent une ambiance presque vivante. Claire attend 10 minutes, 15 minutes. Elle commence à somnoler, la tête appuyée contre le mur carrelé. C'est alors qu'elle sent un courant d'air chaud qui sort du tunnel, le signe qu'un train approche. Elle ouvre les yeux, regarde le panneau d'affichage. Rien, pas d'indication de train. Pourtant, le grondement caractéristique se fait entendre. Un train arrive. Claire se lève, s'approche du bord du quai. Dans le noir du tunnel, elle voit 2 lumières jaunes qui se rapprochent. Le train émerge lentement, très lentement. Et c'est là qu'elle remarque quelque chose d'étrange. Ce n'est pas un train moderne, c'est un train ancien, un très ancien modèle, de ceux qui circulaient dans les années 30 ou 40. Les wagons sont en bois et métal, les fenêtres sont petites et sales, et il n'y a aucune indication de ligne sur le train. Le train s'arrête devant elle, les portes s'ouvrent, mais ce ne sont pas des portes automatiques, ce sont des portes qu'on doit ouvrir manuellement avec une poignée. Claire hésite, quelque chose ne va pas. Ce train ne devrait pas être là. Ce train ne peut pas exister. Pourtant, il est là, devant elle, réel, tangible. Les portes ouvertes semblent l'inviter à monter. C'est ridicule, se dit-elle. C'est probablement un train spécial, une commémoration, un projet de la RATP. Elle monte. L'intérieur du train est exactement comme elle l'imaginait. Des sièges en bois usés, des poignées en métal terni, des ampoules qui diffusent une lumière jaunâtre tremblotante. Et surtout, il n'y a personne. Le train est complètement vide. Claire s'assoit près d'une fenêtre. Les portes se referment toutes seules. Le train se met en marche. Elle regarde par la fenêtre, alors que le train entre dans le tunnel. Les murs défilent lentement, trop lentement. Le train avance à une vitesse anormalement réduite. Et puis, quelque chose d'encore plus étrange se produit. Le train ne s'arrête pas à la prochaine station. Il continue. Mais ce n'est pas la station suivante qu'elle voit défiler. C'est une autre station, une station qu'elle ne reconnaît pas. Le train ralentit, s'arrête sur un quai. Claire lit le nom sur les panneaux. Croix-Rouge. Croix-Rouge, elle connaît ce nom. C'est une station fantôme sur la ligne 10, fermée depuis 1939, située entre Sèvres-Babylone et Mabillon. Une station qui n'apparaît sur aucune carte moderne, qui n'existe officiellement plus. Les portes s'ouvrent. Claire se lève, s'approche prudemment. Le quai de la station Croix-Rouge est là, devant elle. Intact, les carreaux blancs sont propres, les affiches publicitaires sont récentes. Non, pas récentes,
anciennes, des affiches des années 30, des publicités pour des spectacles qui ont été assistés il y a presque un siècle. Et sur le quai, il y a des gens en vêtements d'époque, des hommes en costumes et chapeaux, des femmes en robes longues, des enfants en culottes courtes. Ils attendent sur le quai, immobiles, silencieux. Ils ne bougent pas, ils ne clignent pas des yeux. Ils fixent le train, ils fixent Claire. Non, murmure Claire, non, ce n'est pas réel, ce n'est pas possible. Elle recule à l'intérieur du wagon. Les portes commencent à se refermer. Mais juste avant qu'elles ne se closent complètement, une main les bloque. Une main pâle, aux ongles longs et sales, qui force les portes à rester ouvertes. Un homme monte dans le train. Un homme en costume noir, chapeau à la main, visage émacié. Il s'assoit en face de Claire, la regarde avec des yeux enfoncés dans les orbites. « Vous ne devriez pas être ici », dit-il d'une voix rauque, éraillée. « Ce train n'est pas pour les vivants. » D'autres personnes montent, silencieusement. Une femme en robe fleurie, un enfant qui tient une poupée de porcelaine cassée, un vieil homme qui boite. Ils remplissent le wagon, s'assiedent, restent immobiles. Les portes se referment, le train repart. Claire est paralysée, elle ne peut pas bouger, ne peut pas crier. Elle est entourée de ces passagers silencieux qui la fixent tous maintenant, tous en même temps, leurs yeux vides, leurs visages sans expression. « Où allons-nous » réussit-elle à articuler. L'homme en noir sourit, un sourire sans joie. À la prochaine station, à la station finale, là où tous les trains finissent par arriver. Claire ne se souvient pas de ce qui s'est passé ensuite. Ses souvenirs deviennent flous, fragmentés, des images sans cohérence. Le train qui accélère, les visages des passagers qui se rapprochent, une odeur de terre humide et de décomposition, une sensation de chute infinie. Elle se réveille sur le quai de Sèvres-Babylone. Il fait jour, il est 9 heures du matin. Des gens marchent autour d'elle, pressés, indifférents. Un agent de sécurité la secoue doucement. « Mademoiselle, ça va? Vous êtes tombée ?» Claire se relève, confuse. « Le train ancien, les gens. Vous avez fait un malaise, vous devriez consulter un médecin. » Elle vérifie son téléphone. Il est 9 heures. Comment est-ce possible? Il était 5 heures quand elle est montée dans le train. 4 heures se sont écoulées. 4 heures dont elle ne se souvient pas. Elle rentre chez elle en courant. Dans son appartement, elle se regarde dans le miroir. Et là, elle le voit. Sur son poignet droit, une marque circulaire, rouge, qui ressemble à une brûlure ou à l'empreinte d'une main qui l'aurait attrapée et ne l'aurait pas laissé partir. Claire n'a jamais repris le métro. Elle a déménagé de Paris 3 mois plus tard. Aujourd'hui, elle vit à Lyon, refuse catégoriquement de descendre sous terre. Mais la marque sur son poignet n'est jamais partie. Et chaque nuit, dans ses rêves, elle entend le grondement d'un train qui s'approche et voit des visages pâles pressés contre des fenêtres sales qui la regardent et lui sourient. Janvier 2024. Antoine Leroux est journaliste pour un site d'investigation spécialisé dans les légendes urbaines. Son métier consiste à débunker les mythes, à expliquer rationnellement ce que les gens prennent pour du paranormal. Il a déjà démystifié des dizaines d'histoires de maisons hantées, de rencontres extraterrestres, d'apparitions spectrales. Pour lui, tout peut être expliqué par la psychologie, les illusions d'optique ou simplement la volonté humaine de croire à l'inexplicable.
Quand il entend parler des légendes concernant les stations fantômes du métro parisien, il décide d'enquêter. Il veut produire un grand article, une investigation complète qui démontrera que toutes ces histoires ne sont que des fabrications, des hallucinations ou des canulars bien montés. Il obtient une autorisation spéciale pour visiter plusieurs stations abandonnées, accompagné d'un guide de la RATP. Parmi ces stations, Champ de Mars. Une station qui n'a jamais été ouverte au public, construite dans les années 20 mais jamais mise en service, située sur l'actuelle ligne 8 entre École militaire et la Motte-Piquet-Grenelle. Antoine est confiant. Il a son équipement d'enregistrement, ses caméras, son esprit rationnel. Il va explorer méthodiquement, documenter tout et prouver qu'il n'y a rien à craindre dans ces lieux oubliés. Il ne sait pas encore qu'il va découvrir quelque chose qui brisera toutes ses certitudes. La station Champ de Mars est différente des autres stations fantômes. Elle n'a jamais été utilisée, donc elle n'a aucune histoire humaine attachée. Pas de souvenirs, pas de passagers, pas de vie. Juste une structure architecturale vide, construite et immédiatement abandonnée pour des raisons budgétaires. Les quais sont nus, sans carrelage décoratif. Les murs sont en béton brut. Il n'y a aucune affiche, aucun mobilier, aucune trace d'occupation. C'est un espace liminal absolu, un endroit qui n'a jamais eu de fonction, qui existe sans raison. Antoine et son guide, un homme taciturne nommé Bernard, descendent sur le quai principal. Antoine filme tout, prend des notes, cherche des anomalies. Rien, juste du vide et du silence. « Vous voyez, dit Antoine, il n'y a rien ici, juste une station inachevée. » Bernard ne répond pas. Il regarde sa montre nerveusement. On ne devrait pas rester trop longtemps. Antoine sourit. Des dysfonctionnements techniques, rien de paranormal. Il descend sur les voies, examine les tunnels. C'est là qu'il remarque une lumière bleue qui clignote dans l'obscurité. Un écran, un petit écran digital encastré dans le mur, un écran qui ne devrait absolument pas être là. Le texte défile lentement. Attention, vous lisez ceci le 15 janvier 2024. Dans 127 jours, le 22 mai 2024, à 14h37, quelque chose va se produire. Ligne 8, station République. Un événement qui a déjà eu lieu. Ne prenez pas la ligne 8 ce jour-là. Antoine recule, abasourdi. L'écran est ancien, recouvert de poussière, comme s'il était là depuis des décennies. « Bernard, venez voir ça !» Le guide devient livide. On s'en va, maintenant. Mais l'écran change. Un nouveau message apparaît. Antoine Leroux, né le 12 mars 1989. Dans 127 jours, vous serez à la station République à 14h37. Vous monterez dans le 3e wagon et vous ne descendrez jamais. Vous êtes déjà là-bas. Le temps n'est pas linéaire ici. Vous ne pouvez pas échapper à ce qui a déjà eu lieu. Antoine hurle et court vers la sortie. Il émerge à la surface, haletant, le cœur explosant. Bernard sort à son tour. Vous n'êtes pas le premier à voir cet écran. D'autres ont disparu, exactement prédit. Antoine rentre chez lui. Il efface tout. Mais il ne peut pas oublier. Chaque nuit, il rêve de l'écran bleu. Chaque jour, il compte. 127, 126, 125. Le 22 mai approche. Il décide de quitter Paris. Mais quelque chose d'étrange se produit. Il commence à avoir des trous de mémoire. Il se réveille sur des quais, dans des wagons.
C'est comme si quelque chose le guidait inexorablement vers son rendez-vous. Le 22 mai arrive, 13 heures. Antoine enfile des vêtements, décide de marcher loin des métros. Mais ses pieds ont leur propre volonté. Il se retrouve devant la station République. 14h27. Non, murmure-t-il, mais son corps descend, traverse le hall, arrive sur le quai. 14h32. Le train arrive, les portes s'ouvrent, Antoine monte, 3e wagon, s'assoit, les portes se ferment. 14h37. Le train démarre, mais la lumière vacille, devient bleue. Les passagers s'estompent, disparaissent. Antoine est seul. Le train s'arrête. Station Champ de Mars, la station qui n'a jamais été ouverte. Sur le quai, des dizaines de personnes, immobiles. Thomas, Sabrina, Claire, tous ceux qui ont pénétré dans les stations oubliées. Une voix résonne. Bienvenue à la station finale. Vous êtes ici depuis toujours. Le métro n'oublie jamais. Antoine descend. Ses jambes bougent toutes seules. Dans le reflet de la vitre, ses yeux sont vides. Son expression figée. Il est devenu l'un d'eux, prisonnier d'un temps qui n'existe pas, condamné à attendre éternellement.